Bonsoir à toutes et à tous. Alors, merci Philippe pour ces mots. Bienvenue donc à cette soirée d'ouverture du Devenir Festival, 4e édition déjà du festival organisé par Citéco, avec cette rencontre autour de l'ouvrage Les Temps Nouveaux, en finir avec la nostalgie des 30 Glorieuses que j'ai ici, sortie au seuil. Voilà, l'ouvrage est beau, je vous le conseille si vous ne l'avez pas encore feuilleté. Donc, sous la direction de Vincent Martini, ici présent, et avec de nombreux contributeurs, Claire Allais, ici présente, mais aussi Laurent Berger, Audrey Célestine, David Jaïz, Éric Fotorino, François Gémen, Samuel Ayat, Étienne Klein, Raphaël Lorca, Maya Mazorette, Dominique Méda, Michel Perrault, Thomas Schlesser, j'oublie personne, je crois. Voilà, et puis veuillez excuser l'absence d'Étienne Klein qui a eu un contretemps qui devait être avec nous, mais voilà. Nous sommes bien entourés avec Claire Allais. Vous êtes journaliste au 1 Hebdo et autrice, notamment de Matrice aux origines de la domination masculine qui est publié au Seuil en octobre dernier. Et Vincent Martini, vous aussi, vous contribuez au 1 Hebdo. Là, tous les deux, vous êtes sur le pont pour ce prochain numéro. Vous êtes politiste, historien des idées, professeur de sciences politiques à l'Université de Nice et à l'École Polytechnique, chercheur associé au Centre de recherche politique Cevipof Sciences Po. Alors, bonsoir à tous les deux et merci d'être avec nous. Vous avez allumé vos micros, ce qu'il faut qu'on. Oui, magnifique. bonsoir. Alors, on va garder un moment en fin de cette discussion pour vos questions. Donc, voilà, n'hésitez pas à les noter dans un coin de votre tête. Il y aura un temps d'échange vraiment prévu à la fin de notre échange pour que vous puissiez aussi vous poser vos questions. Voilà, on fera passer un micro dans l'assistance. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, Vincent Martini, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est ce livre? Dès l'introduction, ce que j'aime bien, c'est que vous coupez court à l'idée qu'on pourrait s'en faire. Voilà, c'est ni un compte-rendu historique, ni un pamphlet anti-boomer. Voilà, ce livre, il est à mi-chemin entre l'analyse et le manifeste. C'est-à-dire, expliquez-nous ça. C'est-à-dire que j'avais anticipé un peu le Les bouclier que critiques ça pourrait tout simplement lever, de dire qu'on faisait un compte-rendu critique de l'histoire des Trente Glorieuses pour deux raisons. D'abord parce que moi-même, je ne suis pas, je suis un historien des idées, je ne suis pas un historien. Que deuxièmement, les comptes-rendus critiques et non critiques d'ailleurs de l'histoire des Trente Glorieuses ont déjà été faits par mes collègues, par de nombreux collègues et de très belle manière d'ailleurs. Et que mon but, il était quand même beaucoup plus de faire un livre politique, pour vous dire la vérité. En fait, ça fait longtemps que cette histoire des Trente Glorieuses, de la ritournelle, du c'était mieux avant, me trotte dans la tête. Et je ne savais pas exactement comment l'aborder. Ça fait quand même plusieurs années que je vois bien que cette question des Trente Glorieuses, moi qui suis né à la fin des Trente Glorieuses, d'ailleurs comme toi, Claire, je crois, on était aussi à la fac ensemble. Donc, ouais, on se connaît depuis Vous longtemps. suivez, quoi. On s'est suivi, on s'est pas mal suivi, ouais. Et bien, me trottait dans la tête. Mais j'ai eu une sorte de révélation lorsque j'ai vu la conférence de presse d'Emmanuel Macron l'année dernière. C'est-à-dire en janvier dernier, Emmanuel Macron fait une conférence de presse, peut-être vous vous en souvenez. Et c'était un moment, 15 jours avant, il avait dit « j'adore la bagnole ». Il avait redit qu'il fallait pas emmerder les Français, quand on parlait de Georges Pompidou. Et puis, il y a ce moment incroyable où, pendant toute la conférence de presse, il explique qu'il faut s'adapter. Il répète cette phrase, il faut s'adapter, il y a une modernité, il faut s'adapter, c'est important, etc., etc. Et il se trouve complètement par hasard que 2 jours avant, j'avais revu un film de Claude Sautet, que vous connaissez sûrement, qui s'appelle Vincent, François, Paul et les autres, avec Yves Montand, Michel Piccoli, Serge Reggiani, un film absolument magnifique. Et il y a la scène qui est la plus célèbre, qui est la scène du gigot. Vous savez, où Michel Piccoli, tout d'un coup, on ne se rappelle plus trop pourquoi, se met à s'énerver, insulte à moitié Yves Montand, Serge Reggiani, quitte la table. Bon, cette scène, c'est une scène légendaire du cinéma français, mais on oublie en fait la raison pour laquelle Michel Piccoli s'énerve. Et la raison, elle est simple, c'est parce que Serge Reggiani a titillé sur le fait qu'il parle de la banlieue, ce nouvel espace qui existe en 1971, qu'on filme sur le film, où on met les pauvres. Et Michel Piccoli, qui est un ancien socialiste, devenu un chirurgien qui a une clinique Place de l'Étoile, dit ils ont qu'à s'adapter. Ouais, et cette phrase, évidemment, faisait tellement écho que le lendemain, appelé à commenter pour le journal Libération la conférence de presse, je dis ça m'a un peu rappelé un film de Claude Sautet, d'abord parce qu'il y a tous les motifs que Claude Sautet mettait en scène, et aussi parce qu'il y a quand même cette espèce d'éloge permanent des Trente Glorieuses. Et il se trouve que cette interview a eu un certain un écho, et je me suis dit, mais en fait, il y a une idée à creuser sur cette idée, parce qu'il me semblait que dans notre vie politique, intellectuelle, culturelle, il y a une forme de radio-nostalgie qui fonctionne, un peu branchée en permanence dans nos vies, et qui tend à nous faire dire que cette période était une période bénie, mais plus que ça, parce que ça, moi, je veux bien le croire. Même, je viens d'une famille, c'est peut-être le cas de beaucoup d'entre vous, qui a été tirée de la pauvreté par les Trente Glorieuses. Moi, mes grands-parents étaient des gens très modestes, et les Trente Glorieuses ont permis cette formidable accélération. Et en relisant le livre de Jean Fourastier, qui est le livre, la personne qui a inventé le concept de Trente Glorieuses, qui sort un livre en 1979 qui s'appelle Les Trente Glorieuses ou la Révolution invisible. Eh bien, Jean Fourastier raconte au départ deux
2 villages dont il parle. L'un qui est un village complètement archaïque, qui vit comme au 19e siècle, hein, et l'autre qui est un village moderne, avec des voitures, des machines à laver, etc., etc. Et en fait, évidemment, on comprend à la fin de cette introduction que ces 2 villages n'en font qu'un. C'est le village de Douel, où Jean Fourastier lui-même est né, dans le Lot, et l'un en 1945 et l'autre en 1975. Et il prend toute une série de tableaux d'indicateurs pour montrer à quel point la prospérité, l'incroyable accélération matérielle a transformé non seulement la géographie, mais les mentalités, mais l'intégralité du paysage français, et je crois même occidental, parce que ce n'est pas une histoire que française, évidemment. Et donc, voilà, ça m'a beaucoup intéressé, et je me suis demandé en quoi cette période était devenue une sorte de maître étalon de ce qui nous semblait normal, en fait. Alors qu'en réalité, ça avait été dans l'histoire de l'humanité une parenthèse, enchantée à certains égards, mais pas que, on en dira un mot tout à l'heure, mais une parenthèse dans l'histoire de l'humanité, et que surtout, cette parenthèse, elle avait pour effet de voir toutes les périodes d'après, c'est-à-dire l'intégralité de mon existence, par exemple, hein, comme une crise à tous les niveaux, hein, puisque, évidemment, tout était bien mieux avant. Voilà. Et donc, à ce titre-là, c'est ça qui m'a intéressé. Donc, je me suis me dit que ça, j'avais pas envie de le traiter tout seul, tout simplement parce que moi, je suis professeur de sciences politiques, c'est vraiment ça ma matière, hein, la science politique. Donc, je pouvais faire des choses sur la politique, mais évidemment, j'avais envie de couvrir tous les éléments de la société, par curiosité. Et donc, j'ai contacté des gens, soit que je connaissais, soit que j'admirais. L'un n'est pas incompatible avec l'autre. En tout cas, que Claire est rassurée. en tout cas, des gens que j'aimais lire, dont je pensais qu'ils avaient une pensée proche de la mienne sur ces sujets, qui tout simplement étaient intéressés par ces questions. Et donc voilà, j'ai fait un petit tour et j'ai réuni cette équipe formidable d'ailleurs. Du coup, il y a des journalistes, des syndicalistes, et voilà, il y a surtout important des différentes générations. Alors il y a vous qui étiez jeunes juste à la fin, mais il y a aussi des gens qui ont connu cette période. Qui étaient déjà ados, et d'autres qui ne l'ont pas connu, ne serait-ce qu'à travers les récits qu'on leur en a fait. Donc c'était important aussi ce côté intergénérationnel. C'est ça, je voulais vraiment des gens de toute génération. Donc c'est simple, le junior, c'est Raphaël Lorca, il a 30 ans. Donc lui, il n'a vraiment pas du tout connu les 30 Glorieuses, même ses parents étaient des gens des 30 Glorieuses, mais vraiment pas lui. Et la doyenne, c'est Michel Perrault, elle a 96 ans. Elle avait 17 ans lorsque les 30 Glorieuses ont commencé. Donc c'est intéressant, parce que je voulais aussi ce regard transgénérationnel. Et puis au milieu, alors là, vraiment, il y a quand même pas mal, il y a quelques-uns, genre 40% de cadrage, je dirais peut-être, parce que ça c'est un peu une déformation générationnelle, mais il y a des gens de 50, 60, 110, 80, etc. Bon, ça c'est la première chose. Deuxièmement, je voulais pas des gens qui pensent tous la même chose, et donc je voulais pas des gens qui soient tous des universitaires. Moi, je suis un universitaire, même si j'aime bien discuter avec le grand public, j'ai quand même mes propres façons de faire. Et donc je voulais aussi des journalistes, je voulais des syndicalistes, je voulais des intellectuels publics, je voulais toutes sortes de gens, parce que je voulais qu'on croise des regards pour avoir pas la même façon d'appréhender les choses. Et aussi, pour moi, c'est un livre, et je crois que c'est peut-être la chose dont je suis fier, en tout cas de ce livre, c'est un livre aussi qu'on picore, avec une différence de style, hein. Il y a une unité, je crois, dans ce qu'on essaye de dire les uns les autres, mais on le dit de manière très différente. Ça, c'est vrai. Et est-ce que justement, comme vous convoquez dès le début les images un peu qui nous viennent des 30 Glorieuses, vous citez les images qui nous viennent entêtantes, les usines fumantes, les foyers tout juste électrifiés, les pavillons et les grands ensembles, les DS et les Citroën de chevaux neuves roulant sur des autoroutes se déployant à l'infini vers un futur radieux, les tables en formica, la télé en noir et blanc. Moi, j'aimerais savoir quelles sont vos images à vous deux. Quand je vous dis 30 Glorieuses, c'est quoi l'image qui vous vient? Alors courageusement, Vincent s'est tourné vers Claire. Débrouille-toi avec ça et réponds en premier. Bon, alors c'est marrant que tu aies parlé de Emmanuel Macron, parce que si on a un point commun avec lui, c'est qu'on est nés la même année. Oui. Vous avez fait vos études ensemble ou pas? Sinon, il est... Non. Donc, en fait, on est né à la fin des années 70 et du coup, à la fin des 30 Glorieuses. Et effectivement, les images qui me viendraient, ça serait effectivement la télévision noir et blanc. Alors, il n'y avait que 3 chaînes, pour moi, à l'époque. J'habitais à la montagne. Et le téléphone avec un fil. Vous savez, la petite... l'écouteur de derrière et le cadran avec les... On pouvait être 2 à écouter. Il y en avait un qui écoutait avec le truc sur l'oreille et l'autre qui avait le téléphone. Avant les répondeurs. C'était celui de mes grands-parents aussi, ouais. Moi, je le vois. Mais malgré tout, plutôt quelque chose de joyeux et de coloré et de rassurant. Et je pense que c'est ça, en fait, la nostalgie, elle se niche là-dedans. C'est que dans le c'était mieux avant, et ben, dans cette démarche intellectuelle-là, ou juste
émotionnel, on va chercher quelque chose de rassurant dans un contexte où on se croit effectivement dans une forme de crise permanente qui touche un peu tous les secteurs d'ailleurs, hein. Crise économique, crise environnementale, crise familiale, enfin de la famille plutôt. Voilà, mais je laisse Vincent partager ces images des 30 Glorieuses. Alors moi, j'ai un facteur aggravant, c'est que les 30 Glorieuses, les images que j'en avais alors dans mon enfance, que j'ai vraiment vécu les dernières années, il se trouve que je double mon étrangeté par le fait que moi, je suis originaire de La Réunion, comme vous pouvez vous en rendre compte. Donc les 30 Glorieuses à La Réunion, c'est encore autre chose. Vous voyez, donc j'ai un rapport d'extériorité. Pour moi, les 30 Glorieuses, c'est vraiment le monde de mes grands-parents lorsque je venais en France, parce que mes parents sont d'origine française, enfin métropole hexagonale. Et donc, j'allais voir mes grands-parents. Et en effet, le téléphone, c'est vraiment quelque chose. Alors, je ne sais pas s'il y avait quand même la télé en noir et blanc, faut pas exagérer quand on est né. Ça devait déjà être une télé en couleur. Mais en effet, je crois que la dimension d'un côté assez rassurant, mais je dirais plus que l'enfance et probablement ce que j'imagine des 30 Glorieuses, c'est une projection dans l'avenir. C'est-à-dire, moi, je me rappelle de discussions familiales de gens qui parlaient de l'an 2000. Ça, c'est vrai, si on peut regretter quelque chose des 30 Glorieuses, c'est la projection en 2000. Et on a grandi nous-mêmes dans l'imaginaire, et en l'an 2000, ça va être formidable. Et moi, je me rappelle notamment là. Il y aurait des voitures volantes. Mais surtout, il y aurait des écrans dans toutes les pièces et ça serait génial. Et moi, je me disais, enfant de la télévision, waouh, ça, c'est ça le bonheur. Alors aujourd'hui, ayant des enfants adolescents, je peux vous dire que j'imagine comme vous que c'est pas exactement ma vision du bonheur. Et qu'on irait même l'idée, je me souviens, moi, donc, les tantes qui pensaient dans les années 70 que peut-être en l'an 2000, on irait en week-end sur la Lune. Alors, ça paraît un peu naïf, évidemment, mais je crois que toute une série de générations ont eu une image du futur. Et c'est vrai que lorsque je pense à la nostalgie des 30 Glorieuses, évidemment, là, et vous l'aurez compris, on va d'abord, ce que ce livre n'est pas non plus, il n'est pas une dénonciation des nostalgies individuelles d'un passé qu'on a connu et qui est forcément heureux, parce que d'abord, c'est le passé d'une jeunesse, lorsqu'on a vécu cette période, et on y a vécu, j'imagine, il y a mille souvenirs à convoquer de choses merveilleuses d'une période, comme toutes les périodes historiques. Ce que ce livre s'attache à dénoncer, c'est la manière dont la nostalgie a été mise en récit, et que ce récit est un récit politique. Et que ce récit politique nous dit quelque chose, pas vraiment sur le passé en réalité, mais sur le présent, et notre incapacité à faire face au présent. C'est moi, ce livre, il est évidemment sur les 30 Glorieuses, parce qu'on en parle beaucoup, les uns et les autres. On parle de ce qu'étaient les 30 Glorieuses, on est obligé un peu de les égratigner, pour se rappeler que ce n'était pas si génial que ça. Claire en dira un mot, parce que la question familiale, sexuelle, c'est une évidence, mais pas que. Mais surtout, c'est un livre dont la thèse principale est de dire il y a dans la période contemporaine des éléments de prospérité, des éléments de transformation, des éléments d'avenir parfaitement enthousiasmants. Je sais que c'est difficile de dire à la période où on a Trump, etc. On ne pense pas tout de suite au moment enthousiasmant. Et qu'on ne devrait pas s'asseoir avec l'album de photos jaunies sur les genoux en pleurant notre passé, mais au contraire, essayer, je crois, de préparer ce qui va être un avenir qui, quoi qu'en disent et les déclinistes et les éco-anxieux, va quand même advenir. Et comment on va faire pour faire ça? C'est ce qu'essaye de dire ce livre. Et puis surtout, il y a quelque chose d'intéressant, justement, avec votre casquette politique, c'est que la droite et la gauche n'ont pas la même approche des 30 Glorieuses. C'est-à-dire qu'il y en a certains qui regrettent ce moment d'ordre ou quelque part de progrès, et d'autres qui se disent on ne regrette pas la période même, mais on aime le fait qu'elle ait semé des choses pour la suite et pour justement faire naître des changements dans la société. C'est intéressant aussi cette dichotomie. Alors c'est ça, quand j'ai écrit l'introduction, après avoir reçu les textes de mes camarades, je me suis dit, mais quand je pense aux 30 Glorieuses, il n'y a pas une 30 Glorieuses. D'abord, il y a plusieurs périodes des 30 Glorieuses, on le sait bien. Il y a la reconstruction de la France, 45, 60, on va dire, il y a 15 ans, qui ne sont pas faciles, parce que certes, il y a le progrès matériel, mais enfin, il faut tout reconstruire, ce qui a été brisé. Bon. Et puis, il y a une deuxième période, qui est celle des années 60-70, déjà, et qui est celle vraiment de la prospérité. D'ailleurs, très souvent, lorsque les acteurs politiques ou les citoyens ordinaires convoquent les 30 Glorieuses, ils parlent surtout des années 60, voire des années 70, très rarement des années 40 ou de l'année 51 ou 52. Première chose. Deuxième chose, il y a une nostalgie des 30 Glorieuses de droite et une nostalgie des 30 Glorieuses de gauche. Je m'explique. Celle de droite, ou plutôt celle qui est convoquée par des acteurs politiques souvent identifiés à la droite et qui parlent des 30 Glorieuses, c'est la nostalgie d'une société ordonnée, où chaque chose est à sa place, c'est-à-dire le patron est au-dessus de l'ouvrier, la femme obéit à l'homme, l'immigré est invisibilisé. Là, chaque fois que je la sors, ça, tout le monde rigole, surtout les filles. Rire un peu nerveux. Et donc, où l'immigré est invisibilisé, la chaîne de production, il reconstruit le pays, mais enfin, on ne l'entend pas, etc. Et, voilà, et ainsi de suite. Une société hiérarchisée,
je le dis pas dans une manière subjective, mais patriarcale au sens le plus strict, hein, et dans lequel le travail est au centre de tout. Et on défend ce qu'on Georges Pompidou appelait les valeurs, hein. On n'avait pas besoin de nommer, qui était un mélange de valeurs judéo-chrétiennes, de respect des valeurs traditionnelles. Ça, c'est une nostalgie, j'allais dire, pour le dire rapidement, de droite, qui se lie d'ailleurs avec une certaine conception de la liberté. La liberté de ne pas porter de ceinture, de fumer des clopes, dans la voiture, fenêtre fermée avec les enfants derrière, la liberté d'être entre hommes, la liberté de coucher avec qui on veut, après quand on veut, dans des conditions plus favorables aux hommes qu'aux femmes, il faut bien le dire, mais ça, on pourra en reparler. Il y a une autre nostalgie des Trente Glorieuses qui est celle plutôt de la gauche. Elle se porte vraiment sur le moment qui est autour de mai 68, hein, c'est-à-dire ce moment quand même où une certaine société civile voit des mouvements de gauche émerger, toute une jeunesse de gauche qui rêve de faire vaciller le capitalisme et qui va manquer presque de le faire, mais pas de très loin, et qui va infuser des valeurs de libéralisme culturel, de tolérance, de reconnaissance des minorités et de contestation de l'ordre établi d'une manière qui était quasiment sans précédent depuis les années 30. Et donc, cette nostalgie-là, hein, ce moment de moi, ce que j'appelle de germination, hein, de la contestation du capitalisme, eh bien, elle est aujourd'hui encore un des mythes de la gauche française, hein, et qui fait que quand vous êtes dans une manif, hein, par exemple, vous entendez des slogans. Hein, moi qui suis né bien après cette période-là, je suis étonné de voir qu'on a les mêmes slogans que dans les années 60. Hein, le grand soir, la convergence des luttes, etc. etc. Et qu'on n'a pas vraiment pris soin d'actualiser ce logiciel en disant peut-être quand même qu'il faudrait penser au temps contemporain, même pour parler des luttes, encore une fois, qui sont tout à fait légitimes pour cette famille politique. Donc, voilà, donc deux nostalgies différentes et finalement qui se répondent elles-mêmes en stéréo en réalité et qui, à mon avis, nous mènent aux mêmes impasses. Alors Claire, j'ai envie qu'on démonte tout de suite un premier mythe, c'est celui de la famille, puisque c'est aussi le thème de votre partie. D'ailleurs, justement, on ne l'a pas évoqué, mais et vous l'avez compris avec les différents intervenants, c'est-à-dire qu'il y a du politique, il y a du social, il est beaucoup question aussi de ce moment post-MeToo, de libération sexuelle, etc. Donc, la famille, pendant les 30 Glorieuses, ce n'était pas vraiment très glorieux pour la femme, c'était aussi un moment où voilà, ça lui a aussi porté préjudice économiquement. Oui, alors de la même manière, pour ce qui concerne la famille, qui est le thème sur lequel j'ai réfléchi pour ce livre, en fait, les 30 Glorieuses sont plutôt divisées en deux moments. Le premier, et qui plaisait effectivement davantage à la droite, c'était vraiment la famille nucléaire, patriarcale, avec une très très forte incitation des femmes à rester au foyer. Et c'était d'ailleurs une injonction sociale qui avait complètement dépassé la seule classe bourgeoise. Au début du siècle, c'était finalement, il y avait quasiment que les bourgeois qui pouvaient se permettre que madame ne travaille pas. Les femmes ont toujours travaillé en réalité, hein. Et il n'y avait que monsieur qui subvenait aux besoins matériels du foyer. Mais après la Seconde Guerre mondiale, il y a vraiment cette idée que le modèle social et familial, ça doit être ça. Et on a tous et toutes ces images, hein, de Desperate Housewives en train la ménagère, voilà, la ménagère qui prépare, qui attend son mari devant les fourneaux, selon une répartition des rôles vraiment très schématisée. Et donc il y a beaucoup de femmes en fait qui se sont engouffrées dans ce rôle en pensant bien faire, en répondant à cette injonction, et puis finalement assez vite à l'échelle du temps, il leur a été signifié que non, c'était plus ça qu'il fallait occuper comme rôle. Et il y a eu quand même un changement important, c'est qu'à partir de 1965, alors tu disais que les femmes obéissaient à leur mari. Bon là, en tout cas, elles ont eu le droit de travailler et d'ouvrir un compte en banque sans l'autorisation de leur mari. Donc mine de rien, même s'il y en avait beaucoup qui le faisaient avant, c'était quand même légalement, ça a changé quelque chose. Et donc, en fait, la deuxième partie des 30 Glorieuses, les femmes ont vraiment de plus en plus investi le marché du travail, et c'est allé vraiment de pair aussi avec la tertiarisation de l'économie. Donc, le développement des services, voilà, elles sont allées travailler dans les bureaux et puis dans tout ce qui était le care, le soin à la personne. Et là, en fait, d'un point de vue économique et social, pour les femmes, certes, ça a apporté un revenu, mais ça a été une véritable arnaque parce que la division des rôles au sein de la famille, dans l'espace domestique, est restée le même. Et donc, les 30 Glorieuses, en tout cas la deuxième période, c'est vraiment celles qui ont inventé la double journée pour les femmes, dont on n'est toujours pas sorti d'ailleurs. Non, du tout.
Ouais, on fait des doubles, voire des triples journées pour le coup. Ouais, quand on voit les statistiques contemporaines, on voit combien la charge domestique et familiale est encore entre les mains repose sur les femmes. Voilà pour ce qui est du caractère, comment dire, plutôt économique et social pour les femmes. Et puis après, on a aussi évoqué autour de mai 68 la révolution des mœurs, on pourrait dire peut-être, la révolution sexuelle, oui. Mais qui, quand on la relit, on se rend compte que de deux choses d'abord. Mai 68, ça a été une révolution qui a été une révolution des hommes. Quand vous regardez qui étaient les leaders du mouvement de 68, c'est que des gars. Alors, les femmes, elles étaient présentes, elles étaient impliquées, mais encore une fois, selon des stéréotypes très ancrés. Je pense qu'elles ont fait beaucoup de café à ce moment-là. Donc, elles ont été actives, mais vraiment en seconde ligne. Ceci dit, historiquement, le fait de s'impliquer dans le mouvement de mai 68 pour les femmes, eh ben, elles ont appris. Elles ont appris ce que c'était que militer. Et c'est comme ça que ça a donné une énergie et un souffle à ce qui va devenir le mouvement féministe des années 70, et avec tous les changements majeurs qu'il y aura justement à la fin des 30 Glorieuses, hein, le droit à la contraception et le droit à l'avortement. Et alors cette révolution sexuelle, dans le cadre de mai 68, qui est donc une révolution, quand même une révolution des hommes, qu'on pourrait dire peut-être pour les hommes, on a peut-être, je pense, imaginé à tort que c'était une forme de libération sexuelle pour tous et toutes. Quand on le regarde avec nos regards peut-être un peu plus dessillés d'aujourd'hui, on se rend compte qu'en réalité, elle a surtout bénéficié aux hommes. Parce que là aussi, le désir des femmes a été quand même largement effacé de cette idée de libération sexuelle. La libération sexuelle a quand même surtout bénéficié à la liberté des hommes. Et la libération sexuelle des femmes, de mon point de vue, et il est partagé par Maya Mazoret, qui a écrit spécifiquement sur ce sujet dans le livre, vient beaucoup plus tard avec MeToo, en fait, qui permet une expression, qui permet de dire non, et par là même d'exprimer son propre désir. Mais c'est des décennies plus tard. Quand on y pense, c'est extrêmement long, ce temps entre cette fin des années 60 et ce qu'on a vécu très, très récemment. Et là, ce que vous disiez, ça me fait penser à ce slogan de Moulinex à l'époque, dans les années 60, c'était Moulinex libère la femme. Donc, avec ce fantasme, voilà. Bon, voilà. Ben, on voit bien d'ailleurs comment ce slogan, finalement, il résonne avec la société contemporaine, parce que si c'est Moulinex qui a libéré la femme, c'est pas l'homme, effectivement. C'est pas le conjoint. Non. Ah. Non. C'est le fait qu'il y ait des machines à laver, etc. et des choses pour cuisiner. Je crois que c'est intéressant, c'est ce qu'essaye de dire à la fois Claire, mais aussi Michel Perrault, l'historienne féministe que vous connaissez, j'imagine, au moins de nom, et Maya Mazoret, c'est que ce n'est pas de dire qu'il n'y a pas eu d'avancée pour les droits des femmes pendant les 30 Glorieuses, c'est une évidence qu'il y en a eu, d'abord parce que la libération matérielle, elle est une véritable libération. Donc on fait un certain nombre de choses qu'on ne pouvait pas faire auparavant. De même, il y a la libération des mœurs. Certes, elle profite principalement aux hommes. La formule qu'utilise Maya Mazoret, c'est qu'elle dit, c'est surtout la multiplication de l'accès au corps des femmes par les hommes, hein, sachant que les rapports de mœurs, hormis dans des classes bourgeoises particulièrement émancipées, où là, il y avait peut-être plus d'équilibre dans les désirs, dans les milieux populaires, ça restait quand même très fortement une injonction aux femmes, plutôt de ne connaître qu'un seul homme, ou en tout cas un nombre d'hommes limité, alors que les hommes, eux, avaient un accès beaucoup plus illimité au corps des femmes. Il y a une troisième dimension, juste pour vous donner une idée sur la question familiale, hein, dont on a déjà parlé avec Claire, c'est que au CEVIPOF, le Centre de recherche politique de Sciences Po, on a des enquêtes qu'on appelle les enquêtes valeurs. On pose des questions sur les valeurs des Français. On a posé une question jusqu'à la fin des années 90, où on a arrêté de la poser parce qu'elle n'était plus signifiante. Mais jusqu'en 1999, on a posé cette question. Cette question était: accepteriez-vous d'épouser un ou une divorcée ? Et cette question était signifiante statistiquement jusqu'à la fin des années 90. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous étiez un et surtout une divorcée, vous viviez des formes de marginalité sociale liées au fait quand même qu'il n'était pas acceptable d'avoir un statut dans lequel la famille nucléaire et le mariage étaient les dimensions les plus
conventionnelles, les plus normées en fait, de la vie sociale. Et qu'à ce titre-là, encore une fois, les progrès qui ont été ceux qu'ont accomplis les décennies récentes ont été absolument spectaculaires. Spectaculaires évidemment sur la reconnaissance des sexualités diverses et variées depuis une dizaine d'années, mais y compris, et il y a beaucoup de progrès à faire, c'est ce que tu expliques dans ton chapitre, dans les modes familiaux, tout simplement, qui ont évolué. Les familles monoparentales, c'est combien de pourcents Aujourd'hui, c'est une famille sur 4. Et c'était 9, en 1968, c'était 9%. Ouais. 9%, voilà, ça donne une idée. C'est-à-dire qu'il y a toute une série de familles, familles recomposées, familles monoparentales, familles homosexuelles, bon, évidemment, ça n'existait même pas, eh bien, qui étaient complètement ignorées. Et d'ailleurs, il y a encore beaucoup de travail à faire sur ces domaines-là. On considère un peu rapidement que ces questions familiales, bon, en gros, ça y est, on y est. Il suffit d'avoir un conjoint ou une conjointe ou avoir été enceinte pour savoir ce que c'est comme perte économique, de réfléchir à la question de la répartition des tâches dans le foyer, tu l'as dit tout à l'heure, pour savoir que des inégalités demeurent. Mais encore une fois, il y a dans ce lamento d'un monde rêvé, d'un monde d'avant, là encore une fois, une difficulté à se poser des questions qui sont des questions de politique publique. Et justement, on parlait de divorce, moi j'ai envie de parler de ce moment justement où se révèlent un peu les inégalités, c'est-à-dire que d'un côté on a un homme qui a peut-être investi, qui possède, et au moment du divorce, j'aime bien cette image de Titu Lecoq qui est dans son bouquin Le couple et l'argent, qui dit aux femmes en gros il reste les pots de yaourt vides, c'est-à-dire qu'on a été faire les courses, etc., mais c'est pas quantifiable, et au moment où on se sépare, il reste rien, elle possède rien. Et il y a un propos que je trouve très intéressant dans le texte de Claire, c'est de dire parfois elles ont renoncé à travailler, c'est-à-dire elles se sont mises à temps partiel pour élever leurs enfants, et ça, c'est pas comptabilisé. Comment est-ce qu'on pourrait comptabiliser ce temps qu'on donne aussi en quelque sorte à la société, à qui on rend service et je trouve que dans le livre, c'est intéressant d'avoir cet indicateur. Comment est-ce qu'on pourrait le mesurer? Comment est-ce qu'on pourrait faire justement? Ouais, avant de répondre à cette question, je voulais juste faire part du fait qu'effectivement, j'ai observé l'évolution de la composition des familles donc depuis les 30 Glorieuses et aujourd'hui. Et c'est vraiment un des grands phénomènes de changement de ces dernières décennies, en fait. Donc, comme on le disait en 1968, avec 9% de familles monoparentales, aujourd'hui, c'est 1 sur 4, c'est énorme. Les familles recomposées, c'est 10% des familles. Et ce qui est vachement intéressant, c'est que ce terme de famille recomposée, il n'a été inventé que dans les années 80. Or, c'est quelque chose qui existe depuis super longtemps. Je m'amuse en disant, mais en fait, dans la Bible, Jésus, il vivait en famille recomposée. Et le fait que le terme n'existait pas précédemment, ça montrait bien que même si ça existait, c'était complètement mis sous boisseau, c'était totalement invisibilisé, en fait, socialement et y compris statistiquement. Et puis, aujourd'hui, ce que j'ai trouvé aussi intéressant, c'est que statistiquement, l'INSEE dit que 66% des familles aujourd'hui sont composées de 2 parents. Alors, ils peuvent être mariés, non mariés, hétérosexuels, homosexuels, lesbiennes. Mais ce qui fait que c'est considéré comme une famille traditionnelle, et ce terme est encore employé par l'Institut statistique national, c'est le fait que les enfants vivent seulement avec leurs parents. Donc, encore aujourd'hui, ça a vachement changé, mais encore aujourd'hui, et y compris dans les statistiques nationales, la tradition repose sur l'idée d'un unique lit parental. La tradition, c'est l'anti-mobilité. Or, on voit bien que la mobilité, c'est devenu une des caractéristiques de la famille moderne, de ce que j'ai appelé la famille moderne 3 dans mon papier. Et cette mobilité, elle est liée au fait que le fait d'être en couple, alors marié ou non, avec la même personne toute sa vie, ça devient quelque chose de plus en plus rare, en fait. Mais en fait, cette mobilité, elle s'incarne par le fait que, au cours d'une vie individuelle, les personnes connaissent des situations différentes. On peut être en famille nucléaire, et puis divorcer, donc en famille monoparentale, et puis en famille recomposée, et puis à nouveau en famille monoparentale. Enfin voilà. Et ça génère dans les vies individuelles une forme d'incertitude qui d'ailleurs a été bien analysée par Pierre Rosanvallon dans son livre Les épreuves de la vie, qui prend en considération ce type d'incertitude, à savoir que c'est pas parce qu'à 25 ans on se met en couple avec quelqu'un qu'on sait qu'à 65
on sera toujours avec la même personne et avec les enfants qu'on aura pu avoir avec cette personne. Entre parenthèses, d'ailleurs, un point tout à fait aussi nouveau et qui a un poids réel. J'ai été assez sidérée de voir cette statistique qui vient de l'OMS aujourd'hui dans les pays développés. Un couple sur 6 souffre d'infertilité. Enfin, je ne sais pas s'ils en souffrent, mais en tout cas, ils sont infertiles. Voilà. Bref. Donc, tout ça pour dire que les séparations sont devenues très courantes. Et que c'est au moment des séparations particulièrement qu'on se rend compte d'un fait. Je crois qu'on sait un peu tous et toutes, mais là, ça saute aux yeux. C'est des inégalités économiques au sein du couple. Alors, les inégalités économiques au sein du couple, elles viennent bien évidemment du marché du travail. C'est pas monsieur qui décide du montant de revenus de madame, mais ça vient aussi de l'organisation intrafamiliale. Ça vient de la répartition des tâches domestiques et familiales, et les statistiques montrent bien que quand il s'agit de prendre un temps partiel, c'est très très souvent madame qui le prend. Et donc au moment de la séparation, et autre stéréotype, en fait, il y a encore cette idée très ancrée, peut-être même dans une forme d'inconscient social et collectif, que le patrimoine est masculin. D'ailleurs, patrimoine, ça vient de pater. C'est pas matrimoine. Voilà. Ça se conjugue encore, si je puis dire, au masculin. Et donc, dans la répartition aussi des dépenses, il a été montré, et c'est ça, on en parle Titiou Lecoq dans son livre, que en fait, monsieur va plutôt investir, c'est-à-dire contribuer davantage à l'achat du logement, si ils peuvent se permettre d'acheter leur logement, ou de la voiture. Et madame, elle va plutôt être dans les dépenses du quotidien, les courses, les choses éphémères, en fait. Et donc, au moment de la distribution du patrimoine du couple, au moment de la séparation, c'est là que ces inégalités éclatent en plein jour. Et c'est pour ça que moi, je pose la question dans mon article, je dis, mais pourquoi on attend ce moment, en plus douloureux, de la séparation, pour se rendre compte de ces inégalités économiques au sein des couples? Alors, comment est-ce qu'on fait pour créer ce barème? Je reviens à ma question. Et voilà, je ne l'ai pas oublié. Et donc, en fait, moi, je me suis dit, on pourrait imaginer un barème qui permette de mesurer la valeur que représenterait le fait qu'une femme prenne un temps partiel très souvent pour s'occuper des enfants, oui, mais aussi peut-être de personnes âgées de la famille, hein, en gros pour être dans le care familial, qui permettrait de mesurer cette valeur-là. Et du coup, au moment du divorce, au lieu de juste dire « Ah, monsieur a payé 70% de l'appartement, donc c'est pour lui, et 80% de la voiture, donc c'est pour lui, et madame, laquelle elle est en location, et puis c'est vraiment pas de chance parce que c'est elle qui va garder majoritairement les enfants, donc en fait, elle va dormir sur le canapé. » C'est très courant, en fait, hein, malheureusement, comme schéma. De dire, madame a pris un temps partiel, elle a pris tous ses mercredis depuis la naissance des enfants, ça a une valeur, et de le prendre en considération dans la répartition du patrimoine familial chez le notaire. Vraiment. Et en plus, ça voudrait dire que, certes, ça servirait au moment des séparations et des divorces, mais aussi ça voudrait dire que ça inscrirait cette idée que ce temps dédié aux autres, qui est pas quelque chose de mal en soi, en fait, ça a une vraie valeur et qu'il n'y a pas de raison que ce ne soit pas mesuré et pris en considération et que ça se traduise à un moment, éventuellement, par une pauvreté, en fait. Et on parlait justement de familles monoparentales, elles sont plus touchées que les familles traditionnelles, comme on les appelle, c'est le chiffre, je crois, c'est 33% de familles monoparentales qui, du coup, a un taux de pauvreté monétaire, alors que c'est 14,6 dans l'ensemble de la population. Donc, il y a aussi cette inégalité-là de... Souvent, c'est la femme aussi qui est toute seule avec un enfant. Et on parlait de politique publique tout à l'heure, ça passe aussi par les allocations familiales. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut 2 enfants pour avoir des allocations. Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'il faut changer aussi? Ça aussi, c'est très 30 Glorieuses et début des 30 Glorieuses, en l'occurrence. Hein. C'est vraiment une politique nataliste qui n'a pas été modifiée, alors que, contrairement aux images qu'on a, la majorité, quasiment la moitié, des familles monoparentales sont constituées de essentiellement une mère, effectivement, à 80%, avec un enfant. Et c'est autant de familles qui ne touchent pas d'allocation familiale. C'est marrant parce que du coup, je repense à Macron, là, quand on parle de ça.
Oui. Bah oui, parce que quand il avait fait ton réarmement démographique. Exactement, qu'on est convoqué pour réarmer la patrie. Et on évoquait rapidement le concept de famille, famille moderne 2. À quoi ressemblerait la famille moderne 3? Donc c'est François de Saint-Guy qui a théorisé ce concept-là. On est entre la 2 et la 3, là, où est-ce qu'on se situe et à quoi est-ce qu'elle ressemblerait? Est-ce que du coup elle se base sur autre chose que le couple? Est-ce que c'est les relations aussi interpersonnelles, amicales, etc. Enfin voilà, c'est un vaste chantier aussi, cette famille 3. Alors en fait, ces familles numérotées comme ça, ça vient d'abord de Émile Durkheim, qui est un peu le père, entre guillemets, de la sociologie de la famille, qui avait déjà observé qu'à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, il y avait un changement dans la famille. C'est que précédemment, la famille reposait essentiellement sur l'idée de transmission de patrimoine, en tout cas quand il y en avait. Mais dans les sociétés agricoles, c'était important. Et à une famille où les relations interpersonnelles avaient plus de poids. Et après, le sociologue François de Saint-Guy, plus tard, a distingué la famille, donc disons la famille 1, donc de la Première Guerre mondiale, en gros, jusqu'aux années 60, qui était fondée sur un triptyque, qui était l'amour au sein du couple, Monsieur travail et l'attention portée aux enfants. Et ensuite, il a observé qu'à partir de la fin des années 60, donc dans ce fameux deuxième temps des 30 Glorieuses, là, il y a eu un changement avec le fait que les relations interpersonnelles sont devenues vraiment le cœur de la famille. Ça, pour lui, c'est la famille moderne 2. Dans l'idée que, en fait, plutôt que la famille heureuse, ce qui compte, c'est que chaque individu au sein de la famille soit heureux et qu'il y ait du lien entre eux. Et la famille 3, elle commence maintenant à peu près, de 2010, 2020. Bon, voilà, c'est pas des ruptures franches, bien évidemment. Et pour moi, elle existe déjà, et c'est justement ces familles très diversifiées, plurielles, mobiles. Et le point que vous évoquiez, c'était il fallait les relations interpersonnelles et comment est-ce qu'on prend ça en compte? Ah, je sais plus qu'est-ce que j'ai dit. C'est pas grave. Alors bon, on a balayé un peu le thème de la famille. Là, je pense qu'on a bien démonté ce mythe des 30 Glorieuses. Il y a différents sujets aussi qui sont évoqués, notamment Raphaël Lorquet, lui, s'intéresse au bonheur par la consommation. Et il y a une question que j'avais envie de poser. Il parle de consostalgie, ce moment, voilà, on est un peu nostalgique de ce moment où consommer, en gros, c'était un peu le remède à tous nos problèmes. On en a parlé au tout début de notre discussion. Et j'en reviens à Moulinex libère la femme. Comment est-ce qu'on se dit qu'on ne se prive pas d'une liberté, puisque c'était associé aussi à de la liberté? Comment est-ce qu'on fait accepter que changer de modèle, ça peut être sans le sentiment qu'on nous prive de quelque chose de liberté, comme on nous prive par exemple de la voiture ou d'autres choses? Certains se réfugient derrière ça. Alors oui, alors justement, comme le temps court, on va le couvrir sur. Il y a toute une deuxième partie sur ce qu'on a appelé les illusions perdues, qui traite la consommation, l'écologie, par exemple, la croissance, hein, comme des éléments, parce que tout ça ne peut pas être pensé séparément les uns des autres. En fait, la construction du modèle économique et social dans lequel nous vivons encore aujourd'hui, hein, là par contre, il n'y a pas eu de rupture très nette, c'est un modèle économique et social fondé sur l'idée d'accumulation de biens matériels, dans l'idée que le bonheur viendrait de cette accumulation, en fait, parce qu'il non seulement nous libérerait, pour reprendre votre formule, des contraintes du quotidien, mais il apporterait quelque chose de plus. Il nous apporterait de la joie et une vraie sorte de satisfaction, de bonheur intense. Et que ce bonheur se ferait dans un monde sans limite, c'est-à-dire un monde qui n'aurait pas de limite de ressources, parce qu'il a été imaginé dans un monde de cette nature. Alors, or même, nous rappelle François Gémen, dès 1972, le rapport Meadows est un rapport pas du tout confidentiel, c'est un rapport qui a été entre les mains des patrons de la Commission européenne dès cette époque-là, en fait. Et ce rapport Meadows, il dit, nous vivons dans un monde aux ressources finies, et donc nous ne pouvons pas continuer à élaborer un système qui repose sur l'exploitation des ressources, parce qu'à un moment donné, le côté exponentiel de cette accumulation de biens matériels nous mène à si ce n'est une catastrophe, en tout cas à des limites. Voilà. Et ces limites, on les rencontre et on est vraiment exactement dans le moment de transformation profonde, ou plutôt de contradiction de ce modèle poussé à son maximum. On y est là, à l'heure où nous parlons. C'est-à-dire, dans les faits, en termes de consommation, nous vivons exactement dans le même monde que celui de 30 Glorieuses. Nous vivons encore sur l'idée,
plus ou moins désenchantés et désillusionnés que la consommation apporte une forme de bonheur. Hein. Et il faut quand même un certain niveau, j'ajoute, d'éducation, de conscience post-matérialiste pour être capable de se dire, moi, vous savez, je ne suis pas comme ça, je me satisfais de quelque chose qui n'a pas besoin de passer par la consommation, car je suis un esthète de l'existence. Bon, nous sommes quand même assez peu, quand je dis nous, je ne sais même pas si je m'intégrerais là-dedans. Oui. Et je suis même assez frappé d'ailleurs que notre génération, par exemple, qui avons été élevés dans le modèle des Trente Glorieuses, reconduit quasiment à l'identique ce modèle-là, tout en dénonçant les apories du modèle en question. Donc, je suis frappé de voir les gens qui te disent « Oui, l'écologie, c'est hyper important, et qu'est-ce que tu fais la semaine prochaine ?» Je vais au ski, parce que tu comprends, quand même, si je n'ai pas ma semaine au ski, moi je fais du ski depuis que j'ai 5 ans, c'est quand même super important, ou je prends un avion à l'autre bout du monde, ou je fais tout ce qui participe de ce modèle-là. Encore une fois, hein, la consommation, c'est pas seulement aller au supermarché et jouir de dépenser 150 € dans des biens de consommation courante, parce que chaque classe sociale a sa manière de consommer. Hein. Bon. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, ça repose sur l'idée de croissance, c'est-à-dire que dans le calcul des indicateurs de croissance, ça c'est Dominique Méda qui le dit, grande spécialiste et du travail et de la croissance, que vous connaissez peut-être, eh bien, elle dit dans le calcul des indicateurs de croissance, nous devons commencer à repenser la manière dont on pense la croissance. Il faut arrêter de penser qu'avec un PIB, quoi, ça veut exactement, veut le plus rien PIB dire. ne peut pas être la seule... ne dit pas que ça ne veut rien dire, elle dit que ça ne peut pas être le seul indicateur de ce qu'est la croissance, parce qu'elle ne prend pas en compte, par exemple, évidemment, ce qu'on a appelé le développement humain, ça ne prend pas en compte des notions de dignité, ça ne prend pas en compte des notions de bien-être, il y a toute une série de choses, ça ne prend pas en compte des notions de durabilité, notamment, hein. C'est-à-dire qu'on n'a pas de critères pour se dire, une croissance qui n'est pas durable, ce n'est pas une croissance qui peut nous emmener dans un espace dans lequel on veut se trouver. Et encore une fois, tout cela se fait en même temps, et c'est là le côté optimiste du livre, parce que je voudrais revenir sur cette dimension-là qui est très importante. C'est un livre assez optimiste. Je l'assume comme tel, peut-être parce que je crois que ces auteurs, en général, hein, peuvent être durs dans les constats qu'ils font, mais globalement, ils pensent qu'il y a des choses à imaginer à partir du monde dans lequel nous vivons. Notamment parce que, et je finirai vraiment là-dessus, mais c'est un point très important, nous vivons à travers 3 grandes transformations. La première, Claire l'a décrit parfaitement bien, c'est une transformation anthropologique. Nous sommes en train de remettre en cause les rapports entre les hommes et les femmes, la façon dont nous attribuons une place aux femmes, mais aussi aux minorités sexuelles, enfin minorités, aux sexualités diverses, à la sexualité en général. On est en train de repenser ça, pour le meilleur ou pour le pire, et on ne reviendra pas en arrière. Voilà, ça, c'est une première chose. Et en réalité, nous sommes beaucoup plus libres aujourd'hui que nous l'étions il y a 30 ans. C'est ce que tu dis, c'est ce que dit Maya, c'est ce que dit aussi Michel Perrault. Bon, c'est une première chose. Il y a une deuxième révolution, elle concerne clairement votre question, c'est la révolution écologique. Cette révolution écologique, elle nous force, qu'on le veuille ou non, à prendre en compte ces critères pour réfléchir tout simplement au modèle dans lequel nous nous trouvons. Et là, nous sommes face à une aporie. Il y a un problème, à mon avis, qui est un problème politique fondamental, qui est que nous ne sommes pas capables de décrire une société dans laquelle la transition environnementale aurait fonctionné, et en quoi cette société nous apportera plus que d'éviter la catastrophe. Et alors là, je pointe sur la responsabilité de l'éco-anxiété, à mon avis, qui est un énorme problème, parce qu'elle bouche notre avenir. Elle nous dit, de toute manière, si on devient tous sobres, au mieux, on évite d'obérer le futur de nos enfants. Mais personne ne nous dit en quoi une société pas forcément plus sobre, mais une société qui serait plus verte, qui dans ses critères de production, de croissance, de consommation, intégrerait les conditions de maintenant, serait une société beaucoup plus heureuse. Parce que tout simplement, on respirerait mieux, parce qu'on réglerait des problèmes de fertilité dont tu parlais tout à l'heure, parce qu'on serait en mesure tout simplement de produire des emplois. Hein. C'était tout je crois que c'est, je ne me rappelle plus comment s'appelle ce laboratoire de recherche, qui a essayé de comptabiliser le nombre d'emplois créés par une transition environnementale, qui arrive aux alentours de 3 millions d'emplois potentiels en France sur ces questions-là, qui n'imagine pas en quoi demain une ville comme Paris, une ville silencieuse, où il n'y aurait plus le bruit des voitures, on est en train déjà, il y a beaucoup de moins de bruit aujourd'hui qu'il y a 20 ans à Paris, dans les faits. Une société dans laquelle les écoles, ça commence à être le cas, ressemble plus à des jardins qu'à des cours de béton, etc. etc., etc. Ça, c'est la deuxième élément. Et puis enfin, là je vais vite là-dessus, il y a une révolution, j'ajoute, technologique, là sans précédent, puisque c'est l'intelligence artificielle et la croissance des progrès techniques est tellement rapide qu'aujourd'hui elle nous angoisse, et c'est tout à fait légitime. Moi-même, je peux avoir des petits moments quand même de pincement, mais tous ces éléments-là seront ce qu'on en fera. Et il me semble que la société, elle a pris conscience de tous ces éléments. Elle travaille. On travaille tous individuellement, les associations, les structures. On est tous en train de faire ce travail. La prise de conscience écologique, elle est d'une rapidité absolument incroyable. Il y a 10 ans, moi je suis professeur de sciences politiques depuis une vingtaine d'années, quand je faisais mes cours de sciences politiques, on ne parlait pas d'environnement.
quand on regardait les priorités électorales des Français, l'environnement arrivait en 8e, 9e, 10e. Enfin, il fallait être un écologiste, c'est-à-dire représentant des 10% de la population, formidable, mais je veux dire, c'était des gens quand même un peu considérés comme des marginaux. Ils se faisaient accueillir à coups de fusil par les chasseurs, par les paysans, etc. etc. Et on voit aujourd'hui quand même qu'il y a une transformation profonde du monde rural, que décrit Eric Fotorino. Il y a une transformation profonde de la conscience écologique. Donc le travail, il est en train d'être fait. Alors, on n'est pas en train de dire que toutes les solutions sont trouvées, sinon ce serait trop facile. De la même manière que pour la famille, toutes les solutions ne sont pas trouvées, les inégalités ne sont pas vaincues. Et il y en a énormément. Mais sauf que aujourd'hui, cette prise de conscience, elle est absolument rapidissime. Et ça, je ne dis pas que ça réglera les problèmes, mais vous savez, en sciences politiques, on dit que la mise à l'agenda des problèmes, c'est quand on les met sur la table, c'est quand même la première étape pour les résoudre. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas le reste derrière. Et on le disait en introduction, c'est que c'est quand même aussi un manifeste politique. J'aime beaucoup cette phrase où vous vous rappelez qu'il faut arrêter d'invoquer aussi cette figure du général de Gaulle qui appartient à une autre époque. D'ailleurs, vous écrivez « Sa prestance ne survivrait pas à 15 jours de réseaux sociaux, au ricanement ironique et à l'hystérie des médias, à l'agressivité et à l'absence de déférence qui caractérise pour le meilleur et pour le pire notre débat public. » Ça, c'est sûr aussi, c'est-à-dire qu'on se rattache aussi à une figure politique qui, en gros, n'aurait plus lieu d'être aujourd'hui. Et moi, j'aimerais aussi, vu qu'on est dans l'optimisme et dans l'avenir, il y a pas mal de propositions aussi dans votre conclusion qui sont vraiment des propositions politiques. Alors oui, je rappelais en exergue une phrase qui m'a beaucoup amusé, que j'ai retrouvée dans un article d'un collègue qui regardait les lettres qu'on envoyait à la mort du général de Gaulle. Il a retrouvé une lettre d'une dame qui écrit à la famille du général ou à l'État, je ne sais pas qui adresse cette lettre, et elle finit cette phrase en disant « Jésus-Christ, le général et mon mari, voici en résumé l'humble vie d'une femme française. » C'est une vraie lettre. C'est un programme. Bon, ça mesure quand même aussi la distance qu'on a parcourue, évidemment, par rapport à la déférence très grande qu'on avait vis-à-vis des figures politiques, pas seulement celle du général de Gaulle, parce qu'en réalité, Georges Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing, en leur temps, ont connu un niveau de déférence. François Mitterrand, alors ils ont aussi connu des gens qui les détestaient, évidemment, mais le niveau de déférence est très important. Je crois qu'aujourd'hui, on est dans une contradiction, là encore, mais ce n'est pas une crise, c'est une transformation. Les attentes d'horizontalité démocratique des citoyens sont, incompatibles avec le fonctionnement actuel des institutions. Bon, ça, c'est quelque chose que moi je défends indépendamment de ce livre depuis très longtemps. C'est-à-dire que nous avons des attentes d'horizontalité, de ce que les Anglais appellent accountability, c'est rendre des comptes. On en parle en ce moment beaucoup, autour d'une certaine candidate à l'élection présidentielle. Rendre des comptes. Et il y a des gens qui considèrent qu'on ne doit pas rendre de compte. La classe politique a quand même cette idée, les acteurs politiques sont l'objet d'une déférence, que le fait qu'ils représentent le fait majoritaire leur donne des droits particuliers et qu'ils n'ont pas à se soumettre finalement aux règles des communs des mortels. Sauf que toutes les enquêtes électorales montrent que les Français, eux, attendent l'inverse. Ils considèrent qu'à 83%, que les hommes politiques non seulement ne se préoccupent pas des gens comme eux, mais considèrent qu'ils ont des droits que les citoyens n'ont pas, qu'ils sont au-dessus des lois. Et ce n'est pas un hasard, justement, si on a durci, sans vouloir faire un lien avec ce qui se passe aujourd'hui, qu'on a durci les règles, notamment de la vie politique. Les propositions que je fais moi, elles sont institutionnelles, évidemment, parce qu'à un moment donné, ça passera quand même par les institutions, par les règles qu'on se fixe ensemble. Tant que vous aurez, non pas une élection présidentielle, parce que je crois que ça, c'est difficile de revenir sur cette élection, parce que cette élection, elle mobilise quand même 80% des Français. Alors bon, c'est difficile de supprimer une élection qui mobilise autant de gens. Mais il y aurait plein de façons d'être plus équilibré, probablement. Elle mobilise aussi parce que peut-être qu'il n'y a pas d'autres rendez-vous électoraux et que s'il y en avait plus, elle mobiliserait moins sur celle-ci. C'est une possibilité, mais en tout cas, il y aurait plein, ça je vous renvoie au livre parce que ce serait un peu ennuyeux de finir là-dessus, mais en tout cas, il y a plein de possibilités de travailler à ça. Et je crois que c'est le point commun de tous les auteurs. De dire chacun dans sa partie, il y avait toujours deux parties dans les articles. C'est une partie de description, analyse, et puis une partie de dire à partir de maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Il y a un président qui préside et un gouvernement qui gouverne, pas tout le monde qui... Voilà. quelques pistes. Merci beaucoup à tous les deux. C'est le moment de vous donner la parole à vous. Voilà, si vous avez des questions, des remarques, des interrogations, des envies de rebondir par rapport à ce qu'on s'est dit ou poser des questions qu'on n'aurait pas abordées, c'est à vous la parole. Ouais, au deuxième rang là. Bonjour, merci pour la présentation. Petite question, quand vous dites notamment sur la nostalgie, il y a une nostalgie de droite, une nostalgie de gauche. Dans le cadre notamment de recherche que j'avais effectuée, j'avais beaucoup eu cette impression aussi qu'il y a une forme de nostalgie de gauche à l'égard de à l'égard des collectifs de travail. À cette idée notamment que la 30 Glorieuses sont un moment
béni de la classe ouvrière et que notamment aujourd'hui, avec l'individualisation, on aura une forme de fragmentation des rapports et des collectifs. Oui, évidemment, je peux aussi répondre. Oui, évidemment, ça participe de ça. Hein. J'ai parlé de la contestation du capitalisme, j'aurais pu parler de ces mouvements syndicaux organisés, des partis de gauche qui représentent la classe ouvrière. Il y a aussi un imaginaire de gauche, y compris du rapport entre les hommes et les femmes. Hein. Ces bonnes copines à qui on couche en toute liberté, qui font certes un peu le café, mais on les aime bien quand même, etc. Ça s'entend bien, c'est une sorte de camaraderie. Voilà, qui correspond. C'est pas exactement la même chose de la façon dont la droite voyait aussi ces questions-là. C'est l'idée d'un collectif et d'une camaraderie. Je crois que le sentiment d'une unité perdue, hein, y compris pour les classes populaires d'ailleurs. Hein, on sait que le perte le sentiment de la classe ouvrière est aussi une des causes de désillusion de cette classe ouvrière et de sa projection vers l'extrême droite. Donc oui, je pense qu'il y a un récit de gauche d'une nostalgie de ces collectifs, ça c'est vrai. Mais qui s'appuie aussi sur une réalité sociale qui est que avec le prolétariat de ce début du XXIe siècle, il n'est pas le même que celui des 30 Glorieuses. Il est très éclaté. Là aussi, du fait de la précarité, en fait, il y a une hyper individualisation de fait, en fait, des parcours qui fait que ça rend les collectifs tout simplement plus compliqués en fait à exister. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Levez la main, oui. Tout au fond là. Oui, bonsoir. Donc, une question, vous dites qu'actuellement, il n'y a pas des autres modèles alternatifs, mais par exemple, Ivan Illich, déjà dans les années 70, expliquait comment remplacer la consommation avec la convivialité. Moi, je connais pas mal de monde qui vivent d'une façon différente, mais c'est vrai que c'est moins séduisant que des modèles qu'on voit dans la publicité. Ou que, disons, pour moi, il me semble que je vois deux problèmes. D'abord, il y a, comment dire, un imaginaire et aussi des penseurs qui sont connus in certains secteurs et pas du tout dans les autres. Disons, moi, m'arrive de voir conférences différentes. On ne parle pas du tout des mêmes choses. Disons, il n'y a pas un lien, un fil conducteur entre tout ça. Chacun est dans son... Et l'autre chose, pour moi, le vrai problème, c'est que ces nouveaux modèles sont moins séduisants, mais c'est difficile de combattre quand on voit la télévision certaines choses ou dans la vie comme ça. Comme, disons, on ne peut pas en même temps dire ça va plus, mais par contre, continuer à faire de la publicité et alimenter cet imaginaire comme ça. C'est une sorte de schizophrénie. Oui, je suis assez d'accord avec vous. ça me fait penser que j'ai eu l'occasion d'interviewer un économiste et éditorialiste au Guardian qui s'appelle Georges Monbiot et qui a écrit un livre récemment sur le capitalisme. Et il dit, en fait, le capitalisme a cette force incroyable qui est que finalement, il s'auto-reproduit parce qu'on a tous et toutes envie de devenir riches. Et c'est vrai que quand on oppose à ce désir, alors c'est pas forcément ce qui nous fait tous et toutes lever le matin, là. Mais bon, c'est quand même... si on demande à quelqu'un est-ce que vous avez envie d'être riche dans la rue, a priori, j'imagine la personne va répondre si j'ai le choix, oui. Voilà. Et donc, en fait, opposer à ce désir la notion de sobriété, et je sais que on discute avec Dominique Méda, on a compris que ce n'était pas effectivement séduisant, comme vous dites, mais justement, on essaie de réfléchir à d'autres choses, et notamment, je pense, moi, à davantage, comment dire, se concentrer notamment sur les liens, en fait. En tout cas, c'est à ça que j'ai réfléchi dans mon papier sur la famille. Et justement, j'ai repensé à ce qui m'avait échappé.
c'était je fais juste une petite parenthèse, c'était la déconjugalisation, mais ça fait un petit peu écho. Oui. C'est-à-dire que les familles maintenant on peut considérer comme des personnes de sa famille, des personnes qui sont pas forcément, avec qui on n'a pas forcément des liens de sang ou de parentalité. Ça peut être des amis, même des animaux domestiques. Donc peut-être plus effectivement se concentrer sur les liens plutôt que sur les biens. les biens. Merci. Oui, mais enfin, ce que vous posez comme question, c'est en effet, pour moi, un récit d'une transition écologique ou autre, d'ailleurs, qui ne serait porté que par l'idée de sobriété est voué à l'échec. Moi, je le pense profondément. Non pas qu'il ne faille pas réfléchir à nos modes de consommation, aux conditions dans lesquelles nous exploitons le vivant, mais simplement, vous ne pouvez pas lutter contre 150 ans d'imaginaire du progrès qui passe par l'idée que le progrès, c'est plus. Vous ne pouvez pas dire le progrès, ça va être moins. Enfin, vous pouvez le dire, et c'est sûrement vrai d'ailleurs, parce qu'à la fin, on voit bien que dans une vie humaine, les sages, à la fin, se rendent compte qu'il faut se dépouiller, on le sait depuis les Romains, qu'il faut se dépouiller de toutes ces choses qui ne nous servent à rien, garder l'essentiel et finalement être en paix avec soi-même lorsque vient le moment ultime. Mais en réalité, collectivement, ça ne fonctionne pas comme ça, puisque les sociétés, à fortiori les sociétés occidentales, sont basées sur l'accumulation. Moi, je ne parlerai même pas de capitalisme. Évidemment, le capitalisme est l'idéologie de l'accumulation. Mais je pense que là-dessus, il faut un peu changer les choses. Il faut dire en quoi une société qui ferait place aux enjeux qui sont les nôtres, anthropologiques, écologiques, technologiques, culturels aussi, si on parle d'inclusion, eh bien, nous permettrait d'élaborer une nouvelle forme de prospérité, mais qui redéfinirait ce qu'on appelle la prospérité. Alors c'est vrai, Claire a raison, les liens évidemment, mais pas que en fait. Encore une fois, il y a plein de façons de produire des choses qui ont un impact carbone qui soit moindre. Et là, moi, j'en viens à la responsabilité aussi du politique. C'est-à-dire, Jean Covici, lorsqu'il parle de la question de la sobriété, il reconnaît que la limite à son raisonnement, pas la limite, mais plutôt qu'une des contraintes de son raisonnement, c'est que si tous autant que nous sommes, nous devenions parfaitement sobres, c'est-à-dire qu'on avait un niveau de production carbone limité à 2 tonnes par habitant et par an. Bon. Ce qui est extrêmement difficile. On sait qu'en fait, c'est déjà un effort qui serait colossal. Mais admettons même qu'on y arrive, ça ne ferait baisser l'impact carbone des sociétés que de 40%. Parce que 60% de l'impact carbone, il dépend d'activités collectives. L'agriculture, l'industrie, les transports, etc., etc. Donc, tant que nous n'aurons pas réfléchi à des façons de produire, à des façons de se déplacer, pas nous, mais que collectivement déplacer les biens, faire en sorte que vous avez des camions. Par exemple, le secrétariat général, je rencontrais récemment le patron du secrétariat général à la planification écologique, qui est une institution qui dépend du Premier ministre, une autorité indépendante, et dont le but essentiel est de calculer l'impact carbone. Et donc, il disait, voilà, par exemple, on sait peu que le transport de marchandises en camion, ça représente 3 fois plus d'impact carbone que les avions. Et ils se disent aujourd'hui, si on avait des logiciels pour calculer le nombre de paquets que vous pouvez mettre dans les camions, on gagnerait 20 ou 30% des transports, on pourrait baisser de 30% la production de gaz carbone de ces transports. En réalité, on est au tout début de cette ère de réflexion, en fait, à comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte que l'impact carbone des communs soit beaucoup plus faible qu'il ne l'est actuellement. Et encore une fois, je ne dis pas qu'on a toutes les solutions. Eux, ils font 3 types de scénarios. Il y a les scénarios qu'on pourrait faire si on décide de le faire. On peut le faire dès maintenant. Il y a des scénarios auxquels on peut tendre si on travaille. Changement de mentalité, travail, parce que c'est souvent ça, un changement de mentalité. Ce n'est pas seulement vous, nous, les citoyens. C'est aussi les entreprises qui fonctionnent toujours comme ça. C'est les réglementations qu'il faut adapter, etc., etc. Et puis les troisièmes où ils disent ça, on n'y est pas encore. On ne sait toujours pas comment faire. Mais il faudrait qu'on y réfléchisse avec les secteurs concernés pour voir comment faire. Vous voyez ? Donc, on a un 3. 1, qu'on sait faire dès maintenant, ça ne veut pas dire qu'on le fait. 2, ce qu'on pourrait faire si on changeait les mentalités, mais on ne le fait pas forcément. Et 3, ce qu'on cherche encore. Donc, moi, je pense qu'il y a 2 dimensions. Là, il y a vraiment une pression politique à exercer. Il faut que ça devienne une priorité politique, ça, parce que ça, c'est des choses qu'on peut faire indépendamment de ce que les citoyens, nous, ont fait chez nous. Deuxièmement, non pas, et je veux dire, je ne veux pas arriver sur l'idée que les citoyens ne seraient pas aussi collectivement responsables de tout ça, parce qu'on a tous une participation, on doit tous réfléchir à la consommation de viande, le nombre d'avions qu'on prend, de voitures, évidemment. Mais de faire peser la culpabilité uniquement sur les citoyens me paraît une sorte d'erreur stratégique, quoi. Et c'est à ça qu'on réfléchissait avec Dominique Méda notamment, Claire et d'autres, sur la notion de sobriété. Elle est un peu trompeuse parce qu'elle fait reposer sur des individus dont la production de carbone est minoritaire par rapport à l'ensemble.
l'entièreté du poids de la responsabilité. Et encore une fois, je ne suis pas en train de dire, puisque c'est comme ça, vite au McDo et prenez votre jet privé. L'eau quand on se lave les dents. Et laissons couler l'eau quand on se lave les dents. On a fait déjà des trajets, parce que je reviens sur la prise de conscience. J'imagine, voilà, moi j'éduque mes enfants évidemment très fortement sur ces questions-là, même si c'est pas facile tous les jours. Parce qu'on vous dit les enfants, ils sont beaucoup plus confiants que nous. Tu parles. Un combat de tous les jours. C'est un combat de tous les jours. Mais en tous les cas, si vous voulez, ces temps nouveaux, ils finiront par advenir. En fait, ce qu'on est en train de dire dans ce livre, ça finira par arriver. Probablement même plus vite que ce que les gens imaginent. La question, c'est combien de temps on va perdre. Combien de temps on va perdre à dire « mais quand même avant, c'était super. Ah oui, mais pourquoi on ne fait pas comme avant? C'était tellement plus simple, etc. etc. » Combien de générations on va perdre, en fait? Et moi, je ne suis pas inquiet pour la génération des gens qui sont en 1945, parce que d'une certaine manière, pardon de le dire, mais voilà, ça va durer quelques années. Hein, je souhaite le plus longtemps possible pour moi, mes parents, et puis pour tout le monde, évidemment. Mais c'est notre génération à nous. Parce que la génération, on est une génération intermédiaire. Hein, les gens qui ont 30 ans, 40, 45 ans. Parce qu'eux, ils sont encore éduqués dans un modèle et ils doivent en changer. Ils ont la responsabilité de ce changement. Et c'est pour ça que moi, ce livre aussi, il s'adresse aussi comme aux jeunes générations pour dire qu'est-ce qu'on va faire pour éviter d'avoir ça. Et la responsabilité peut-être des générations d'au-dessus, elle est colossale. C'est de ne pas empêcher le changement d'arriver. De ne surtout pas freiner ce changement, d'accepter en fait que le passage de témoin soit fait. Il y a une des conditions du changement social, disent toutes les théories du changement social, c'est qu'il faut que les tenants du nouveau système, vous savez, il y a toujours une courbe, c'est une courbe comme ça, hein, il y a un ancien système qui naît, qui vit, qui meurt. Bon, ça c'est le cycle des choses. Et puis pendant qu'il est en train de mourir, il y a un nouveau système qui est en train d'émerger. Puis il y a un moment, il y a un gap entre le moment où le nouveau système émerge et l'autre est en train de décliner. L'ancien système s'accroche, il n'a pas envie de mourir. Et disent les théoriciens du changement social, ils disent la solution, c'est qu'il faut que les tenants du nouveau système démontrent à ceux de l'ancien qu'ils ne vont pas les détruire. Ce n'est pas un système qui est fait contre eux. C'est pour ça que moi, je suis très hostile au discours anti-génération des années 70. Je pense que c'est une erreur. Pas parce que je ne penserais pas, je ne suis pas agacé des fois par des gens des générations au-dessus, mais parce que c'est une erreur stratégique. En réalité, le but est de recréer les conditions d'une nouvelle prospérité avec les conditions d'aujourd'hui. Et pour ça, c'est la coopération qui va marcher, ce n'est pas l'opposition. Il y avait une question là-haut, ouais. Merci, c'est vraiment passionnant. J'avais une question peut-être sur la répartition de la richesse homme-femme. Donc, vous avez évoqué une idée que j'entends pour la première fois, que je trouve géniale, là, de revoir le patrimoine chez le notaire. Mais est-ce qu'on appellera le matrimoine désormais d'ailleurs, hein. Mais est-ce qu'il y a aussi une réflexion sur les retraites? Si l'un des conjoints consentit davantage de sacrifices, que ce soit pour les enfants, pour la maison ou pour d'autres personnes aidées dans l'entourage, etc., est-ce que ça, c'est évoqué aujourd'hui dans les discussions sur les retraites? Parce que je ne le vois nulle part. Que éventuellement les retraites soient mises en commun et partagées? Non, pas du tout. Les seules choses qui sont discutées, c'est par rapport au nombre d'enfants. Parce que donc les femmes, elles, qui ont eu des enfants peuvent cumuler des trimestres. Voilà. Et c'est juste là-dessus que c'est discuté. Mais il y a plutôt une tendance à essayer de rogner à chaque fois. Et donc, à chaque fois, de rebondir en disant attention, il y a déjà. Parce que la retraite, c'est comme ça vient en fin de parcours d'inégalité économique et sociale. Là, les inégalités sont encore plus fortes entre les hommes et les femmes en la retraite. Mais moi, ce pourquoi je plaiderais aussi, c'est voilà, c'est ça, c'est de développer son matrimoine, c'est-à-dire ne pas attendre la veille de la retraite pour se rendre compte qu'en fait, là aussi, on va avoir non pas un quart en moins, mais presque 60% en moins, et de le penser très, très en amont et d'inciter les femmes à aller vers une forme d'éducation financière aussi, se dire que c'est pas uniquement quelque chose qui s'adresse aux hommes, bien évidemment, il y a plein de choses qui existent pour penser aussi, pour l'instant pallier ce que les politiques publiques ne font pas, mais c'est vrai, il faudrait qu'un barème comme ça s'applique aussi au moment de la retraite, c'est une excellente idée. On va la soumettre. Bonsoir, merci beaucoup. J'avais juste une question par rapport à ce que vous disiez sur le fait que les femmes, même si elles ont plus d'indépendance financière, qu'elles sont globalement plus éduquées à chaque génération, en fait, l'inégale répartition des choses se répercute peu ou prou de la même manière à chaque génération. Et du coup, je me dis d'un point de vue un peu cynique,
pourquoi est-ce qu'elles défendent à ce point pas leur intérêt personnel égoïste, entre guillemets? Est-ce que c'est le poids de la sociologie, de l'éducation qui font qu'elles sont un peu emprisonnées dans cette manière de voir les choses plutôt que de se dire: «Bah oui, moi aussi, je pensais à moi, à ma carrière et puis bon, les enfants, on verra» et cetera? Ou est-ce qu'il y a un intérêt qu'on ne perçoit pas de prime abord, qui est pas économique, qu'elles ont et auquel elles s'accrochent, peut-être inconsciemment en reproduisant ce modèle? Ben, je pense que ça tient vachement, à la socialisation, des petits garçons et des petites filles. Et quelque chose qui est intéressant là-dessus, c'est qu'on parle souvent de: «Ah oui, il faut, éduquer les enfants de manière non genrée». Alors on se dit: «Bon, ben, l'école a qu'à faire le job et puis on a qu'à acheter des bouquins qui vont leur expliquer la répartition des tâches comme il faudrait, et puis le bleu, le rose, on s'en fout» et cetera et cetera. C'est sûr, c'est des moyens intéressants. Mais comment on grandit en vrai? On grandit par les modèles qu'on a. Et donc, si le couple parental ne répartit pas justement les tâches familiales et domestiques, comment est-ce que les petits garçons et les petites filles pourraient, de leur propre chef, comme ça, se dire: «Tiens, moi, je vais faire autrement». Et il y a des parcours individuels qui montrent que, je travaille sur Gisèle Halimi. Effectivement, Gisèle Halimi, toute petite, elle a refusé de faire des tâches familiales et domestiques qu'on lui demandait et qu'on ne demandait pas à ses frères. Ça existe, bien évidemment. Mais de manière générale, la meilleure manière d'éduquer les enfants, c'est de s'interroger nous-mêmes sur quel modèle on est en train de leur montrer dans la manière dont on vit, en fait, nos vies d'adultes. Moi, je voudrais défendre un peu la nostalgie, en tout cas vous faire réagir. Il y a un certain nombre d'études qui montrent que, je dirais, le bonheur n'est pas lié au niveau de richesse. Quand on compare les pays, etc., ce n'est pas les pays les plus riches, les plus heureux. Et semble-t-il, ce qui est important, c'est que quand je suis dans une situation, quand je suis dans un contexte où ma situation, où la situation globale s'améliore, je suis plus optimiste et plus heureux, même si je suis dans un pays où on mange pas bon, etc., etc. Et de ce point de vue-là, entre les 30 Glorieuses et aujourd'hui, il me semble qu'à l'époque, les choses, d'année en année, le bonheur, en tout cas matériel, s'améliorait. Donc ça, c'est une première. Il me semble qu'on a, de ce point de vue-là, peut-être raison de regretter cette époque. La deuxième chose, c'est que je dirais, les gens les plus modestes, ils ne rêvent pas de changer de travail tout le temps. Quand il a commencé à y avoir les premiers grands plans sociaux avec la fin des aciéries, etc., il y avait des gens qui disaient « mais moi, on ne m'avait pas dit qu'il faudrait changer de métier, alors que quand j'ai commencé à travailler, c'était comme mon père et j'allais rester toute ma vie, etc. » Et donc, ce besoin de stabilité, il me semble que c'est un besoin fondamental parce que c'est un besoin de sécurité. À moins d'avoir les capacités qui me permettent de changer de job tous les 3 ans, puis c'est de plus en plus passionnant, etc. Bon, quand ce n'est pas le cas, et ce n'est pas le cas de tout le monde, d'être dans un environnement un peu stable, avec une situation sociale, je dirais, je suis ouvrier comme 1000 gars autour de moi, etc. Bon, j'ai ma place et elle est à peu près assurée. C'est un élément de sécurité qu'on n'a plus aujourd'hui. Voilà, donc pour la nostalgie. Alors, peut-être deux réponses, l'une qui validera votre hypothèse et l'autre peut-être moins. La première sur votre première remarque, c'est-à-dire sur le fait qu'on a le sentiment d'un mieux. C'est un peu paradoxal, non pas ce que vous dites, je comprends très bien ce que vous dites, mais c'est que nous vivons aujourd'hui une période beaucoup plus prospère que n'a jamais été la période des 30 Glorieuses. C'est-à-dire que l'espérance de vie ne cesse de progresser. On a gagné 15 ans d'espérance de vie en 30 ans, c'est-à-dire là, et l'espérance de vie en bonne santé n'a cessé de progresser. J'ajoute que si vous observez le niveau de développement global de la société, nous vivons une société beaucoup plus homogène, beaucoup plus développée qu'elle ne l'était, même en 1975. C'est-à-dire que le niveau de vie global de la société française, européenne en général, a largement progressé. En revanche, et là ça validera votre deuxième hypothèse, c'est que nous vivons une société qui ressent un ressentiment d'insécurité économique beaucoup plus grand. Et là, par contre, c'est vrai qu'il y a une transformation de la nature même du travail qui peut poser des questions. En même temps, elle est ambivalente. C'est ce que dit Laurent Berger dans son chapitre. Là, je vous renverrai à cette lecture. Je trouve, moi, que j'ai appris beaucoup de choses. C'est que Laurent Berger nous dit, c'est vrai qu'il y a plus d'insécurité, il y a toute une série de métiers précarisés, il y a toute une partie de la population qui a peur du glissement, le grand glissement. Et puis surtout, qui se rappelle que dans les 30 Glorieuses, ce qu'on appelle le taux de rattrapage, le temps qu'il fallait à un ouvrier pour devenir cadre, c'était environ 25 ans.
l'aune d'une vie où vous pouviez espérer en travaillant dur que, eh bien, en étant ouvrier, vous deviendrez cadre. Aujourd'hui, c'est 220 ans. Ça veut dire que vos chances statistiques de devenir cadre lorsque vous êtes né ouvrier sont quasiment inexistantes sur le plan statistique. Alors là, vous avez raison. C'est que là, on voit bien qu'il y a des sociétés qui comportent des blocages internes en termes de mobilité, mais aussi parce que les enchères n'ont cessé d'augmenter, parce que vous êtes confronté, on revient à la consommation, à un système qui vous met devant les yeux en permanence des biens que vous n'aurez jamais les moyens d'acquérir. Et donc, c'est aussi une réflexion qu'il y a à avoir sur la notion de frustration permanente que la société génère en vous. Mais la deuxième chose qui rappelle, en revanche, Laurent Berger, que je trouve aussi intéressante sur la question du travail, qui ne répondra pas totalement à votre question, mais c'est plutôt pour enrichir peut-être notre conversation, c'est qu'il dit on était totalement indifférent aux conditions de travail dans les années 70. Il y a je ne sais pas combien de milliers de morts de conditions de travail en 1970, des milliers de morts, et les gens, je ne dis pas que ça s'en fichait, mais enfin, on dit bah oui, le travail, c'est partie de la vie, on peut avoir des accidents du travail, c'est comme ça. Il y a eu une très grosse réflexion sur cette question. Aujourd'hui, d'ailleurs, il rappelle que pour beaucoup de Français, mais aussi d'Italiens, d'Espagnols, comme nos voisins, le travail peut être une souffrance, mais il est aussi pour beaucoup de gens, une source d'épanouissement, un enjeu d'épanouissement. Et pas seulement les cadres supérieurs. C'est-à-dire que les gens mettent une fierté dans leur travail, ils mettent une revendication dans leur travail. Et, voilà. Et dernier élément, le travail, aujourd'hui, laisse beaucoup plus de place au temps libre. C'est-à-dire que vraiment, par rapport à les périodes dont on est en train de parler, eh bien, il y a toute une réflexion sur que faire du temps libre. Alors, ce n'est pas toujours un temps libre choisi, ça, c'est un autre sujet. C'est pour ça que je ne dis pas du tout qu'on vit dans une période formidable et qu'il n'y a rien à faire. Il y a beaucoup de choses qui sont encore à bouger. D'ailleurs, Laurent Berger le dit, sur la démocratie dans l'entreprise, sur la prise en compte des rythmes individuels, etc., etc. On sait que même le télétravail, qui était à la fois une forme de libération, est aussi une forme d'aliénation, comme souvent les conditions économiques. Mais tout ça pour dire que, voilà, on vit une société plus prospère, à mon avis. Ça, je pense, c'est quelque chose qu'on oublie vite. Étienne Klein disait en plaisantant, il disait, vous savez, quand je pense à 1955 et aux discussions à la Sorbonne sur la nature de la philosophie de Descartes, je peux ressentir de la nostalgie. Mais si j'ai mal aux dents et que je dois aller chez le dentiste, là, la nostalgie devient beaucoup plus limitée sur 1955. Ça m'avait beaucoup fait rire parce qu'il a raison, évidemment. Dans le passé, on peut toujours trouver des sources d'enchantement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah oui. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a une comparaison internationale? Est-ce que cette nostalgie des 30 Glorieuses, elle existe dans d'autres pays? Puis, juste une petite incise, vous parlez là sur on se fichait des conditions de travail. La loi sur les accidents de travail, elle est du 6 décembre 1976. J'ai bien peur que la comparaison internationale, on la fasse tous les matins en ouvrant notre radio ou les journaux, malgré nous, et que Donald Trump a éminemment joué la carte de la nostalgie. Make America Great Again, qu'est-ce que c'est si ce n'est de la nostalgie? Et notamment, donc ça, c'était sa campagne, quoi, son slogan de campagne. Mais on voit bien comment aujourd'hui, avec les mesures qu'il met en place, et ce matin, ce qu'on avait au menu, c'était l'imposition des droits de douane. L'imposition des droits de douane, ça repose aussi sur une vision nostalgique des États-Unis. Ce qu'il veut, c'est notamment revenir à une Amérique industrielle avec des good jobs, c'est-à-dire des emplois d'ouvriers dans des usines. Voilà. Si ce n'est pas de la nostalgie des 30 Glorieuses, alors que les États-Unis, ces dernières décennies, ont construit leur richesse sur l'explosion de la vente de services. Nous, l'Europe, on est excédentaire vis-à-vis des États-Unis sur les biens, parce qu'on leur vend notamment beaucoup de voitures, mais on est tout à fait déficitaire sur les services. Et donc là, en termes de comparaison internationale, pour répondre à votre question, oui, il y a d'autres pays, et les États-Unis en tête, qui sont vachement sur ces ressorts-là. Alors évidemment, pour corroborer ce que dit Claire, on avait écrit une tribune avec un des auteurs d'ailleurs du livre qui s'appelait « Tout le Trumpisme dans une paille en papier ». Vous avez peut-être vu le 6 février, Donald Trump a signé un executive order, un décret présidentiel interdisant l'usage des pailles en papier dans les services fédéraux. Alors pourquoi? Parce qu'il voulait restaurer la paille en plastique, celle qu'on met dans son soda en mangeant un bon burger. La première interview qu'a donnée le ministre de la Santé américain, c'était dans un fast-food,
en mangeant des hamburgers avec le journaliste pour montrer qu'il y a vraiment les bons burgers américains, comme on en mangeait depuis toujours, c'est-à-dire les années 50, 60. C'est un mode de vie que aussi on essaie de remettre en avant. Et je pourrais dire, on l'avait mis dans un paradoxe avec Samuel Hayat, on avait dit, plus le futur qu'on nous prépare est inquiétant, et plus on nous berne avec des pailles en plastique, qui sont des outils de déresponsabilisation. Aux citoyens, donnons des pailles en plastique, pour le reste, faites-nous confiance. Et pour moi, ça participe de ce que je disais aussi sur la politique, l'incroyable déresponsabilisation de la nostalgie comme récit politique. Regardez le passé, allez-y, matrixez-vous, comme disent les jeunes. Regardez les images qui vous plaisent et qui vous séduisent. Avec l'intelligence artificielle, vous pourrez vivre dans les 30 glorieuses, si vous voulez. Vous pourrez parler, ça c'est formidable aussi. Vous avez vu ce truc incroyable, je fais une petite insiste parce que j'ai trouvé ça fascinant. Vous pouvez faire parler des photos. Vos parents peuvent enregistrer leur voix pendant des heures et des heures. À la fin, vous pourrez avoir des conversations avec eux, des personnages d'IA. Vous ne perdrez jamais les gens que vous aimez. C'est incroyable. C'est à la fois merveilleux parce qu'on se dit mais c'est incroyable et c'est un peu vertigineux. Parce que justement, pour ressentir de la nostalgie, il faut que le passé soit le passé. Sinon, c'est ce qu'on appelle de la mémoire traumatique. Le passé qui ne cesse de ressurgir dans le présent. Alors, comment on fait un deuil si la personne ne disparaît jamais ? Eh bien, comment on fait le deuil d'une société pour avancer si on ne fait pas le deuil justement de ce passé-là ? Finalement, c'est ça qu'on essaie de dire. Et ça, c'est pas évidemment pas français, c'est italien, Giorgia Meloni, c'est évidemment l'Alternative für Deutschland, c'est Orban, et c'est avant tout Donald Trump, évidemment. Est-ce qu'il y a encore une dernière question, peut-être ? Oui, devant. C'est pas grave, on vous entend. Au bout du compte, de ce que je comprends, c'est que la nostalgie est quelque chose de très positif, dans le sens où on associe la nostalgie au marketing, la nostalgie dans les discours de politiciens, ou dans les films, ou dans les pubs, etc. Elle est utilisée comme une espèce de douche écossaise émotionnelle qui donne lieu à une souffrance du passé, donc la nostalgie du passé, et ensuite again, make a great again avec les hamburgers, etc., qui pousse à la consommation dans cette euphorie émotionnelle, et ça crée des économies, ça fait fructifier les États-Unis, et ça remplit les caisses, et ça pousse au progrès, et ainsi de suite, et ça reconstitue le mythe américain, le mythe européen, etc. Le fait de fermer les frontières, pas les frontières, pardon, d'imposer des douanes aux États-Unis, ça va en quelque sorte, et peut-être aussi créer à nouveau un mythe autour des États-Unis. C'est que quelque chose qui est fermé comme un trésor, en général, suscite encore plus de fantasmes, et on revient au passé avec de meilleures technologies et l'intelligence artificielle, donc quand même du progrès qui existe, mais c'est un retour c'est un cycle qui recommence où on crée le mythe américain une nouvelle fois avec Make America Great Again. Pour l'instant, Trump fait peur, mais il est en train de créer une nouvelle fois le mythe américain. Je ne sais pas si je suis claire. Donc. Je comprends ce que vous dites. Peut-être ce que Donald Trump essaie de faire, ça c'est une possibilité. Je ne me fais pas le parti de Trump, j'avais compris. Mais que l'époque actuelle, en réalité, va donner lieu à peut-être d'autres démocrates qui diront, voilà. J'en suis pas complètement sûr, pour être honnête avec vous, parce que, en tout cas, ça voudrait dire réinventer le fameux mythe américain dont vous parlez avec des conditions diamétralement opposées à celles qui ont créé le premier mythe américain. Le premier mythe américain, il s'est basé sur justement l'ouverture et comment l'exportation de certain nombre de normes culturelles. Il se trouve que dans mon premier travail de chercheur, j'ai beaucoup travaillé sur la culture française dans les années 70-80, et notamment les discours sur l'Amérique. C'était assez rigolo d'ailleurs, parce que vous lisez les discours, y compris de gens qui sont encore vivants, ils auraient honte de se lire eux-mêmes, enfin, en tout cas, ils riraient jaune un peu. Des gens qui disaient, dans les années 1970, il y avait un intellectuel qui s'appelait Jean-Marie Benoît, qui était un peu oublié, qui écrivait dans l'Obs, écrivait dans l'événement du jeudi, et qui disait « Dans 20 ans, ça sera une catastrophe. Tout le monde portera des jeans. On mangera des hamburgers à tous les repas. Et les jeunesses seront boudinées par des jeans. Hein, là. Et nos yeux deviendront verts, couleur de dollar. L'obsession du profit restera, etc. » Jean-Pierre Chevènement avait dit, je m'en souviens, en 1979, si nous ne faisons rien pour lutter contre la crétinisation organisée de notre peuple, la seule solution qui restera à nos jeunes sera de se piquer à l'héroïne. Bon.
Alors, évidemment, ça c'était la version critique, mais c'est parce qu'il y avait un enthousiasme absolument considérable pour la culture américaine, qui est justement la société des années 50, 60, parce que cette culture, elle s'exportait. Elle était attrayante parce qu'elle était sympathique, ouverte, et qu'en fait, il faut bien voir que la dimension psychologique, elle est importante. On ne crée pas un mythe en décidant de tout fermer, de dire maintenant stop, on va faire une sorte de reset, vous allez rester dans le passé, tout ira bien. Je ne suis pas sûr que ce soit la nature même psychologique des êtres humains. Mais en fait, ce qui est naturel en nous, le fait d'être nostalgique, est en fait utilisé par le marketing et les politiques, etc. Donc en fait, ça existe en nous, et c'est juste qu'il nous titille. Et c'est ce que disait Vincent, enfin ça me fait penser à ce que disait Vincent au début, c'est que le fait d'être nostalgique individuellement, c'est quelque chose, c'est des ressorts qu'on connaît tous et toutes en fait. Psychologiquement, c'est assez normal, on pourrait dire. Mais c'est très différent de faire de la nostalgie un récit politique. Et Trump, il en fait un, et nous, on dit que ça serait bien de réfléchir autrement. Ça existait dans les discours de Jésus. Ça a marché. Ouais, ça a toujours existé. Et ça existera dans 10 ans, on aura d'autres politiciens qui feront la même chose. Il n'y a plus de questions, on va se laisser ici. Merci beaucoup en tout cas pour votre écoute et puis votre participation. Merci encore à tous les deux. Merci beaucoup. Merci. Alors, peut-être dire un mot que malheureusement, il y a eu une sorte de petit bug qui fait qu'on ne peut pas proposer le livre à la vente, ce qui est vraiment bien dommage. Et vous êtes tous venus avec votre exemplaire sous le bras, voilà, n'est-ce pas? mais si vous n'en avez pas, il est dans toutes les bonnes librairies, donc précipitez-vous, au secours. Merci à tous, merci de votre présence. Merci.